On va donc entamer la matinée avec des conférences introductives et je vais proposer et même inviter à Tristan Berchaud, qui est enseignant-chercheur en géographie à l'Institut agronomique méditerranéen de Montpellier, de me rejoindre. Tristan, vous êtes donc chercheur au sein de l'UMR Tétis. Et avec vous, on va juste tout simplement se poser la question, pourquoi, comment caractériser les territoires, quels enjeux pour l'agriculture et l'environnement. Vous n'avez pas 2 heures, mais une petite demi-heure. Je vais mettre la montre. C'est ça. Merci beaucoup. Pas hésiter à me couper ou à me dire. Ça, okay, sans aucun souci. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. En se rapprochant bien du micro, ouais, peut-être. Ouais. Okay. Merci à Sarah pour l'invitation. Merci à Léo aussi pour la mise en contact. Et donc merci à Cher Agrotique de m'avoir invité. Donc la question, elle est très large et je vais essayer d'y répondre de mon point de vue de géographe plutôt rural, donc avec une entrée qui est assez pluridisciplinaire, en essayant de zoomer autant que possible sur les enjeux pour l'agricole et pour l'environnement. Et donc voilà, donc, hop, on va commencer par les 4 questions que je me suis posées en fait quand j'ai réfléchi à cette introduction. C'est vraiment pourquoi caractériser ce territoire-là, donc quels sont les enjeux à l'heure actuelle. Et donc on a parlé de veille, mais c'est vrai que c'est un moment opportun pour discuter de ces questions-là, puisqu'on voit que c'est quelque chose qui apparaît énormément au niveau des politiques internationales, européennes, mais aussi nationales. Et comment faire pour caractériser ces territoires? Donc il y a différentes méthodes, et avec quelles données? Et donc ça, c'est ce qu'on verra aussi tout au long de la journée. Et ensuite, je voulais vous présenter quelques enjeux pour différentes échelles de compréhension en fait, des territoires. À savoir que moi, je travaille beaucoup plus à l'échelle territoriale, voire nationale, européenne. Mais il y a aussi une déclinaison de ces enjeux à l'échelle localisée, parcelle, exploitation. Et donc, j'essaierai de couvrir ça aussi. Donc, sans plus attendre, je vais commencer en mettant les pieds dans le plat. En fait, quand on parle de diversité des territoires ruraux, et donc caractériser les territoires ruraux, historiquement, en fait, il y a toujours eu une sorte de dichotomie entre l'urbain et le rural, et en se disant que le rural, c'est tout ce qui n'est pas urbain. Et beaucoup de zonages INSEE et qui sont en fait importants. Pourquoi? Parce que ça permet de canaliser l'argent public, en fait. On voit une différence qui est soit on est rural, soit on est urbain. Et d'abord, on définit l'urbain, et ensuite, on dit bah, tout le reste, c'est du rural. Alors, c'est plus ou moins dense, on est plus ou moins accessible. Mais ça a été un peu l'approche historique qui est quand même celle qui est cadre dans la plupart des politiques publiques, que ce soit au niveau européen, et c'est la même chose pour certains financements de la PAC, comme au niveau national, en fait, pour pouvoir canaliser l'argent. Donc ça, c'est une forme de caractérisation où on est sur une délimitation de l'espace. On a d'autres délimitations qui reposent sur les mêmes éléments théoriques, et j'y reviendrai un peu après. Quand on parle de handicap naturel, de ce genre de délimitation, en fait, on délimite des espaces ou des territoires basés sur différents indicateurs. Ce constat-là, depuis quelques années, il est remis en question assez fortement, et on va de plus en plus vers une caractérisation des territoires qui est basée sur la diversité, pour représenter cette diversité. Cette diversité-là, on peut la rendre compte grâce à différents types de données qui portent sur différents objets. Et on voit ici, donc là, il y a eu un travail qui date de 2022, qui a été bien accepté en fait, au niveau de la communauté nationale sur en fait, comment caractériser ces territoires ruraux en France au moins, en prenant en compte une batterie d'indicateurs qui renvoient à des éléments agronomiques, mais aussi environnementaux, démographiques, socio-économiques. On essaie de brosser assez large pour pouvoir définir en fait, ces différentes ruralités, on va dire. Donc essayer de comprendre mieux la diversité qui existe. Pourquoi est-ce que c'est important à ce niveau-là? Puisque chaque territoire a ses propres spécificités, et selon ces spécificités-là, on va avoir des enjeux localement qui vont se décliner différemment. Et donc je ne vais pas rentrer en détail sur cette typologie-là, mais ça fait bouger les lignes en tout cas. Donc c'est ce qu'on appelle une typologie qui est encore statique, qui s'appuie sur des stocks en fait, donc des indicateurs stocks. On dit, voilà, à un instant donné, on a ça, 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 on fait différents types d'analyses factorielles
pour essayer de réduire notre dimension, des clusterings, pour pouvoir arriver jusqu'à une typologie où on a un certain nombre de classes. L'idée, c'est de comprendre quels sont les facteurs les plus discriminants qui permettent de faire cette typologie, c'est ça? Voilà, donc ça c'est la première étape en fait d'un point de vue conceptuel. Déjà, comment est-ce qu'on en arrive à trouver les indicateurs discriminants? Et ça part souvent par des approches participatives. Donc j'en parlerai un peu brièvement, mais c'est vrai que même si ce n'est pas le sujet, c'est quand même quelque chose d'assez important. C'est comment coupler données quantitatives avec du participatif pour faire émerger en fait les indicateurs les plus pertinents à prendre en compte. Ça, c'est ce qu'on appelle une typologie statique. Et ensuite, on a de plus en plus on a des efforts pour aller vers des typologies systémiques où on prend en compte en fait les transitions ou les grandes dynamiques qu'il faut prendre en compte pour les territoires, avec voilà, dans les multiples transitions auxquelles on doit faire face. Ça repose là encore sur des indicateurs qu'il faut faire émerger de façon collective. Mais principalement ici, on est plutôt sur des tendances, en fait, sur des indicateurs de dynamique qui permettent de mettre en lumière en fait, les transitions, les principaux leviers de transition sur lesquels chaque territoire doit porter en fait, ses efforts. Donc il y a 4 grandes transitions qui ont été mises en lumière justement par ce travail, qui sont celles qui sont plutôt agroécologiques, agro-industrielles pour des territoires sur lesquels il y a encore beaucoup d'industries. Comment est-ce qu'on adapte ces industries-là? Agrométropolitaine pour les zones d'influence de l'urbain, donc des grandes métropoles principalement, et agrotechnique aussi, sur aussi des questions énergétiques, et ça donc on le verra aussi tout à l'heure grâce à l'intervention sur l'agrophotovoltaïque. Juste qu'on comprenne bien, du coup, tout à l'heure on faisait une photographie à l'instant T en fonction d'un certain nombre de paramètres. Là on regarde des tendances et les on enjeux caractérise pour le futur. ces territoires en fonction de ces tendances ou en fonction de transitions qui restent à mener en fonction des caractéristiques préexistantes. Alors c'est sur les tendances du passé jusqu'à maintenant, mais la sélection des indicateurs en fait se fait par rapport aux enjeux qu'on estime pour le futur. Donc il y a une dimension politique très forte qui s'inscrit dans cette approche. Et en fait on voit que quand on caractérise des territoires, alors vraiment surtout sur des échelles nationales comme européennes, il y a souvent un volet politique qui est assez important en fait, puisque le choix qui est fait sur les indicateurs, mais aussi sur les zones de délimitation et sur les critères de sélection, va avoir des impacts en fait, sur les types de financement auxquels on peut avoir accès et aussi sur les politiques qu'on peut mettre en place au niveau local. Donc il y a de forts enjeux politiques, de politique publique qui sont là. Et je pense qu'on en parlera aussi cet après-midi par rapport au développement territorial qui rentre en compte ici. Donc voilà, donc ça c'était le cadre français. Je voulais juste revenir, peut-être reprendre un peu de hauteur pour aussi faire écho à ce que disait Bruno tout à l'heure. On a, à l'heure actuelle, en fait, cette diversité, cette caractérisation des territoires ruraux, c'est quand même un sujet assez brûlant. En tout cas, au niveau européen, depuis 2021, il y a eu une vision à long terme pour les zones rurales. Donc, l'Europe essaye aussi de comprendre un peu mieux ces zones rurales, donc au niveau de la Commission, et de justement sortir d'une politique agricole commune qui aussi traite du rural, pour avoir une approche un peu plus compréhensive et plus transversale en fait, de développement territorial. Donc ça, c'est un peu suite au Covid. Il y a eu cette remise en question. Ok, est-ce qu'on pourrait avoir une stratégie vraiment pour les zones rurales européennes? Mais pour ça, il faut d'abord comprendre quels sont les enjeux pour chaque type de zone rurale. Et donc là-dessus, en fait, il y a eu de nombreux travaux qui ont été initiés. Et donc je vais vous parler aujourd'hui beaucoup, oui, en fait, d'un projet que je coordonne qui s'appelle le projet Granular que vous allez voir ici, qui vise en fait à caractériser ces zones rurales-là, les zones rurales européennes, avec des nouvelles données. Donc, voilà, on est dans le thème. On est dans le thème. Et il y a une partie qui est conceptuelle, voilà, comme Pierre vous l'avez dit, qui est vraiment sur comment est-ce qu'on choisit ces indicateurs. Donc, d'où le lien qui doit être fait avec les acteurs privés au niveau local, mais aussi avec les citoyens, aussi avec les décisionnaires, jusqu'à quelles données en fait, pour pouvoir en fait, quantifier certains de ces concepts. Donc voilà, donc ici je vous présente, c'est un cadre conceptuel en fait, où on essaye de couvrir l'ensemble des choses qu'il faut prendre en compte, à savoir que la nouvelle approche qui est un peu qui est amenée au niveau européen, c'est de réfléchir en termes de fonctionnalité de ces territoires ruraux,
en distinguant différents types de fonctions. Donc il y a les fonctions qui sont principalement productives, et donc dans la production, ça peut être l'agricole, mais ça peut être aussi l'énergie. On a des questions qui sont vraiment environnementales, avec tout ce qui est services écosystémiques, mais aussi biodiversité. Des questions récréationnelles, puisque en fait, on voit que les territoires ruraux sont énormément utilisés aussi d'une façon récréationnelle. Donc accès aux infrastructures qui permettent ces activités, mais aussi quel est les modèles économiques qui sont derrière. Et enfin, le pilier résidentiel, puisque voilà, avant tout, les territoires ruraux sont des territoires où il y a des citoyens qui y vivent. Et donc, en termes de bien-être de ces citoyens-là et d'accès aux infrastructures, accès aux services, tout ça, ce sont des questions qui sont transversales. Et on voit qu'avec le déclin des services de base qui sont dans les territoires ruraux, c'est un sujet très politique aussi. En tout cas, en termes pas politisés, enfin politisés, mais aussi politique. Organisation de la vie publique. Exactement. Donc voilà, donc pour continuer et pour faire le zoom un peu plus sur les enjeux agricoles et environnementaux, donc sortir seulement du cadre complet rural, mais aller vers vraiment les enjeux agricoles et environnementaux. La DG Agri, par exemple, en 2024, a produit ce compas en fait, qui recense les points clés pour eux, en tout cas, et donc c'est quelque chose qui va être un peu cadre aussi pour la PAC, et puis comment aussi mesurer les impacts de la PAC. Avec différents en gros, leviers ou différents éléments à prendre en compte pour mesurer cette performance agricole, avec le volet environnemental et climatique, le volet performance économique et le volet performance sociale. Donc quand on réfléchit juste au niveau agricole, déjà on a une diversité de ces enjeux qu'il faut prendre en compte. Et donc pour ça, en fait, on a besoin de données. Vous voyez qu'ici, on a une multitude de domaines, en fait, et donc, sur lesquels on peut caler plusieurs types d'indicateurs. Et en fait, ces indicateurs-là, il faut pouvoir les mesurer. Et donc tout l'enjeu actuel, c'est d'avoir des données à une résolution qui soit suffisamment fine, à une résolution spatiale et temporelle fine, et qu'on puisse intégrer dans une compréhension plus globale. Et le dernier point de pourquoi est-ce qu'il faut caractériser ces territoires, c'est la diversité de besoins et d'acteurs. Donc là, j'ai essayé de recenser un peu ce qu'on peut faire émerger en fait en termes de besoins. Mais déjà, le constat de base, c'est qu'il y a un besoin partagé en tout cas, donc quels que soient les acteurs. Ça, je pense que, en tout cas, des acteurs avec qui je travaille, j'ai jamais rencontré un discours qui était différent de celui-là. C'est qu'on a besoin de plus en plus de connaissances qui soient objectives, spatialisées, contextualisées, actualisées régulièrement et surtout accessibles. Donc ça va renvoyer en fait à tout l'ensemble des interventions qui vont suivre. Mais ces questions-là, en fait, elles sont vraiment demandées d'un point de vue voilà, à tous les niveaux, à toutes les échelles, mais aussi par une multitude d'acteurs. Et ensuite, quand on voit les besoins ou à quoi ça sert en fait d'avoir ces données-là, il y a des volets qui sont plus d'évaluation, donc l'évaluation de l'environnement, l'évaluation de la production, ou estimer la production, on va dire. Il y a des besoins qui sont plus liés par rapport à faire émerger des potentiels. Quel est le potentiel agronomique d'une terre? Donc, où est-ce que je peux mettre telle culture? Quel est le potentiel énergétique? Où est-ce que je peux mettre de façon la plus intelligente possible des panneaux photovoltaïques? Ou des questions d'optimisation qu'on va voir aussi aujourd'hui avec voilà, des données pour faire quoi? Pour mieux planifier, alors que ce soit au niveau local, au niveau d'une exploitation, comme au niveau territorial avec de la planification spatiale qui repose de plus en plus sur une multitude de données spatiales qui sont actualisées régulièrement. Donc voilà les trois besoins. Alors j'imagine qu'il y en a peut-être qu'il y en a d'autres, donc on pourra ouvrir la discussion après sur ces questions-là. Mais tout ça à garder en tête aussi l'élément qui est un peu fédérateur aussi vers lequel on a d'un point de vue plus politique. Alors on met beaucoup de choses derrière, mais c'est les questions de justice spatiale, climatique et sociale qu'on doit prendre en compte en fait quand on va caractériser ces territoires. Donc il y a l'accès des données, oui. Comment on utilise ces données pour qu'on s'assure qu'on va vers une justice spatiale, climatique et sociale, c'est aussi des enjeux qu'il faut prendre en compte quand on utilise ces données-là. C'est une petite rupture par rapport à la doctrine où on parlait plutôt de compétitivité des territoires jusqu'alors, ou est-ce qu'au contraire,
ça vient renforcer cette approche? C'est une très bonne question. Mais sinon, on se la garde pour plus tard, c'est une question tordue. D'un point de vue conceptuel, et je pense que ce que demande la Commission, ça va être plutôt, oui, aller vers des approches plus larges de bien-être, où on comprend vraiment la chose de façon plus intégrée. Après, quand ça passe au niveau du Conseil européen, ou même vraiment d'un point de vue légal, souvent on arrive vraiment plus sur des questions de compétitivité, puisque on a d'autres directions générales qui viennent aussi mettre leur grain de sel ici. Alors comment maintenant? Comment? On a dit pourquoi, comment, quelles sont les données accessibles? Comment, exactement. Donc comment, ici j'ai repris certains éléments. Alors tous ne sont pas à prendre tels quels, c'est aussi des outils pour nous en fait, pour essayer de comprendre ce dont on a besoin. Mais dans la littérature, ce qu'on voit apparaître, c'est qu'on peut distinguer des connaissances qui sont plus actuelles, en fait, système, donc où est-ce qu'on en est maintenant, des connaissances pour où est-ce qu'on veut aller, et les derniers types de connaissances, c'est comment on y va. Donc, on peut distinguer ces trois grands types de connaissances. Donc, si on revient aussi un peu sur des questions plus concrètes, les connaissances actuelles, c'est voilà, on mesure, on fait une observation, on mesure quelque chose. Ça, c'est l'état des lieux actuel, où même on peut coupler différents indicateurs. Où est-ce qu'on veut aller? Il y a une question un peu de prospective, donc ça peut être aussi renvoyé à des potentialités en fait. Donc quel est le maximum qu'on peut obtenir d'une terre, ou qu'est-ce qu'on peut atteindre, et comment on y va, ça va être quels sont les leviers d'action en fait, compte tenu de il y a une question donnée, mais il y a aussi une question de savoir ce qu'on peut faire, et ça renvoie à des questions plutôt d'outils à disposition des différents types d'acteurs. Et donc, on va avoir aussi une chaîne de la donnée qui va gagner en complexité. Alors, c'est un peu maladroit de le dire comme ça, et je m'en excuse. Là, il y a une complexité en fait à chaque niveau, mais quand on observe quand on essaye d'avoir des données d'observation, on a une complexité qui va être technique sur aussi la validité de ces données, comment faire en sorte d'avoir des données récurrentes à une bonne résolution spatiale. Ensuite, ces données-là, des données des données primaires, sur lesquelles on a des enjeux, hein, bien sûr, et donc on va en voir aussi aujourd'hui. Ensuite, ces données-là peuvent être parfois intégrées pour rendre compte de concepts qu'on voit de plus en plus en fait, dès qu'on change d'échelle aussi. Donc on a souvent des échelles vraiment d'observation avec différents types de données. Et ensuite, quand on essaie de coupler différentes données ensemble, on va dans une intégration pour prendre des décisions. Et notamment, un des points clés aussi, c'est d'essayer de comprendre les concepts qui sont sous-jacents à les buzzwords qu'on voit aussi. Quand on parle de résilience des territoires, quand on parle de durabilité des territoires, en fait, qu'est-ce qu'on met derrière? Et c'est là où il faut différents types de données d'observation pour pouvoir alimenter ces concepts-là. Bon, voilà, ça c'est d'un point de vue assez théorique. Et comment on fait ensuite et donc là, je renvoie à ce que je disais en introduction. On peut mettre en place des typologies de territoires, et ces typologies, elles ne sont pas seulement au niveau national, comme je vous l'ai montré. Donc, pour ma part, je travaille aussi beaucoup avec des collectivités locales, et ces collectivités mettent en place aussi des typologies de leur territoire. Donc en fait, on peut avoir des typologies des exploitations agricoles, on peut avoir des typologies d'acteurs aussi. En fait, ces typologies-là, c'est une façon donc, de simplifier en fait, la réalité et de grouper des territoires avec des enjeux communs sur lesquels on peut apporter des solutions communes. Alors, ça marche ou ça marche pas, mais c'est l'idée qu'il y a derrière. Voilà. Et donc maintenant... On arrive au projet Granular. On va parler surtout des données. Et oui, mon entrée ici, c'est de parler de Granular parce que c'est ce que je connais le mieux. Mais bien sûr, il y a d'autres choses qu'il faut ouvrir. Et donc, je pense que là-dessus, ce n'est pas du tout exhaustif. Mais c'est pour au moins initier cette conversation-là de la diversité des origines des données. Alors, à savoir que nous, dans le projet Granular, on travaille, comme je l'ai dit, vraiment sur la totalité des enjeux pour les zones rurales. Donc, on a beaucoup d'enjeux démographiques, de mobilité, et donc pas seulement agricole et environnement.
Mais vous allez pouvoir voir qu'en termes de données, on en retrouve dans tous les cas. En fait, elles peuvent être appliquées à différents objets d'étude. Ici, j'attire votre attention en fait sur la répartition et qui n'est pas entièrement valable et valide pour tous les cas. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple type. Quand vous voyez observation ici, télédétection ou observation de la Terre, en fait, c'est une donnée qu'on a classifiée comme institutionnelle. Ça veut dire que c'est porté par des institutions, donc avec un financement public. Ce n'est pas le cas tout le temps. Donc, nous, dans notre approche, puisqu'on a des échelles assez larges, on utilise seulement des données qui vont être type Sentinelle, et aussi parce qu'on est financé par l'Union européenne. Mais concrètement, en fait, vous allez pouvoir retrouver des groupes de données à différents niveaux, en fait, qu'elles soient propriétaires, oui, de données privées, oui, ou des données publiques qui sont faites par des universitaires ou par même des entreprises qui les mettent à disposition du public, ou des données vraiment institutionnelles. Ce qu'on peut distinguer en tout cas, c'est des méthodes qu'on va appeler plutôt conventionnelles. Donc là-dessus, on repose sur tout ce qui est recensements nationaux, des enquêtes. Donc on est sur des types de méthodes de collecte des données qui sont assez classiques, vers des données beaucoup moins conventionnelles et qu'on voit apparaître de plus en plus. Et donc là, on va parler de moissonnage des données directement sur les sites internet, mais moissonnage aussi dans des textes, ou tout ce qu'on va trouver comme données citoyennes, donc avec du crowdsourcing par exemple. Je vais donner quelques exemples de nous, ce qu'on fait, pour vous donner un peu un aperçu aussi de ce que ça veut dire pour des zones rurales. Par exemple, quand on parle de données ici privées, on a une équipe qui travaille sur l'utilisation de données Facebook pour tracer les mobilités. Pourquoi est-ce que c'est important? Et j'ai pris cet exemple parce que même si c'est de la mobilité et ça renvoie à des questions démographiques, en fait, ça a un enjeu de gestion des ressources naturelles qui est derrière. Les territoires avec lesquels on travaille pour pouvoir développer ces questions de mobilité et de comprendre les mouvements des populations, c'est pour savoir à un instant T où sont la majorité de la population et comment on réalloue les questions de gestion de l'eau, en fait. Puisqu'il y a de nombreux territoires, et donc, notamment là où on travaille dans les Pyrénées-Orientales, où on a des fortes, on a de la sécheresse en hiver concrètement, et donc il y a aussi beaucoup de touristes. Et donc concrètement, comment on fait pour répartir les questions d'eau, et donc pour ça, il faut savoir où sont les personnes et après arbitrer par rapport aux enjeux agricoles et aux enjeux justement de consommation en fait, pour les touristes, mais aussi pour les résidents. Donc ça, c'est un exemple type. On a un autre exemple qu'on porte ici aussi à Tétis. Ça va être sur l'utilisation de la télédétection pour, en fait, pour essayer de rendre les données plus accessibles. Et donc ça va renvoyer aussi à la présentation qui est après moi du CRIJ. Comment est-ce qu'on arrive à digérer l'information? Et donc là-dessus, nous, on fait du couplage de texte avec des images satellites pour essayer de comprendre, en fait, de donner à disposition des acteurs un outil sur lequel on peut mettre du texte et dire, voilà, j'aimerais avoir une estimation d'un tel indicateur. Et en fait, en utilisant donc une chaîne de deep learning, on couple ces textes avec des images qui viennent de recensement, avec des données satellites de Sentinelle pour essayer d'estimer cet indicateur-là. Donc c'est vraiment sur l'usage par contre de la donnée dans cette question-là, mais qu'on voit qu'on a une diversité d'origine. Et ici, donc ça ne fait pas partie de toutes ces données ici, mais on a aussi une forte partie de données qualitatives. Et cette intégration-là, elle peut être délicate en fait, de savoir comment est-ce qu'on peut coupler données qualitatives et données quantitatives. Et de plus en plus, par contre, c'est ce qu'on nous demande. Notamment dans des plateformes qui sont à disposition des acteurs au niveau local, on a besoin en fait de pouvoir informer au niveau qualitatif pour pouvoir après avoir des indicateurs quantitatifs. Voilà. Ensuite, je vais arriver sur quelques enjeux, mais je pense que là-dessus, je ne vais pas aussi marcher sur les prochaines interventions. Mais on voit qu'on a de multiples enjeux pour ces données-là. Donc, on a une diversité de données, mais on a quand même tous ces problèmes d'accessibilité de la donnée, actualisation de la donnée, temporalité, mais aussi granularité de la donnée.
On a besoin de plus en plus de données fines, puisqu'on essaie en fait, de caractériser de plus finement au sein d'un territoire maintenant pour pouvoir prendre des décisions. Et donc là-dessus, je vous renvoie vers l'intervention de Jérémy qui viendra après pour parler de ça plus en détail. Et je voulais juste mettre une parenthèse ici, c'est qu'on parle d'ouverture des données, mais attention aussi parfois aux coûts cachés qui sont derrière cette ouverture. Donc on a des données qui vont être libres, et ça arrive parfois au niveau des collectivités ou parfois au niveau de certains acteurs. En fait, ces données-là sont peut-être ouvertes, mais il y a des coûts derrière d'infrastructures, alors que ce soit du hardware ou software, mais aussi des coûts de ressources humaines, puisqu'il faut savoir manipuler ces données-là. Et donc ça renvoie aussi vers toutes les questions de si ces données sont accessibles et sont FAIR, F-A-I-R, on peut avoir ensuite diminuer ses coûts personnels, mais dans tous les cas, il faut pouvoir intégrer les données dans des chaînes de processing. Tous ces enjeux-là, ils s'expriment à différents niveaux. Ouais. Alors, et ils sont pris en charge par différents types d'acteurs. Différents types d'acteurs, mais là-dessus, je vais pas. C'était juste pour dresser un peu les choses. On va avoir des acteurs qui vont être sur la fourniture de données, sur la diffusion et sur l'accès. Et là-dessus, alors ça, c'est un exemple de Orseo, mais c'est pas exhaustif en fait. Il en manque certains, mais c'est pour vous montrer qu'il y a vraiment une pluralité d'acteurs. La question, c'est souvent d'intégration. Et donc, on a ces observatoires agrégateurs qui permettent justement d'avoir accès à une multiplicité de données. Avec un premier traitement de ces données pour les rendre plus accessibles et déjà plus compréhensibles. Voilà, et ensuite, après, qui sont mises à disposition dans des plateformes, souvent visuelles, en fait, sur lesquelles on peut avoir accès à ces données-là. Mais même en termes de plateformes, on peut avoir une diversité de plateformes, et c'est toujours les questions. C'est-à-dire que est-ce qu'on crée une nouvelle plateforme pour véhiculer certains types de données, ou est-ce qu'on se greffe à des plateformes existantes? Avec des questions de standard, on imagine aussi, qui est le standard de qui et qui est la plateforme intégrative de qui? Exactement, et surtout en fait de maillage, puisqu'on a des données qui vont être, certaines plateformes sont seulement à du maillage administratif, alors que d'autres vont être à des maillages beaucoup plus fins ou plus larges. Voilà. Et donc justement, ces différents enjeux s'expriment à différentes échelles. Et je vois que le temps passe, donc je vais essayer d'être assez succinct. Mais oui, au niveau local, et donc j'ai groupé ça avec les questions aussi verticales. Par exemple, pour l'agricole, on peut avoir donc des enjeux qui vont être au niveau de la parcelle, au niveau de l'exploitation ou au niveau plutôt filière. Et donc je renvoie ici à aux différentes interventions. Donc Rémi, Mathieu de l'après-midi notamment, voilà, avec les cas d'usage. Et en fait, dans ces enjeux pour l'agricole, en tout cas de ce qu'on voit au niveau télédétection, en tout cas, on va avoir des enjeux qui sont de comprendre la succession de cultures pour essayer de voir si on a de la monoculture ou si on a des rotations, mais aussi d'un point de vue spatial, quelle est la distribution en fait des cultures, et ensuite quelles sont les pratiques concrètes sur le terrain. Et donc là-dessus, ça renvoie aussi à des questions d'environnement, puisque si jamais vous laissez à nu une terre, on peut le voir par satellite par exemple, et ça veut dire quelque chose sur ensuite tous les processus biologiques qu'il y a derrière. Donc ici, principalement, les données, on va avoir des données agronomiques, météo, et on en parle juste après, mais aussi économiques pour comprendre les exploitations. Et on va avoir beaucoup recours à des capteurs, et ça peut être in situ ou télédétection, et aussi des enquêtes. Et donc là, souvent, les enjeux vont être aussi d'obtenir des données à très haute résolution, à la fois spatiale et temporelle. Alors, ce n'est pas toujours vrai, hein, mais en tout cas, c'est souvent ce qu'on voit. Voilà, je vais avancer. Ensuite, on va aller plutôt à une approche paysage. Donc, ça peut être à des échelles de bassin versant, ça peut être à des échelles aussi de gouvernance, sur lesquelles on a besoin de comprendre aussi des dimensions qui vont être sociales, mais aussi environnementales, pas seulement climat, mais on élargit un petit peu. Et donc là, on va avoir les questions de biodiversité, donc, avec les interventions aussi cet après-midi, mais aussi de pollution diffuse. Donc quand on est à l'échelle d'un bassin versant, les pratiques agricoles vont avoir des conséquences en termes de pollution. Mais aussi sur d'autres secteurs comme l'agrivoltaïsme. Donc comment est-ce que à une échelle paysage, on réfléchit la production d'énergie. Alors c'est échelle paysage ou échelle territoriale. Et donc là-dessus, je peux aller directement à l'échelle territoriale, où
on intègre beaucoup plus, là encore, de données, surtout quand on essaie d'avoir un développement territorial plus intégré. Et on va aussi avoir recours à d'autres types de données pour pouvoir comprendre ces concepts-là, en fait. Donc, voilà les grandes échelles. À savoir que l'approche territoriale, souvent aussi, elle peut renvoyer à des échelles plutôt nationales de politique publique, voire internationales. Et je ne vais pas vous parler de cas d'usage, du coup. C'était des cas d'usage vraiment concrets aussi de ce que moi j'ai utilisé dans le passé. Mais je vais aller directement sur la discussion. Des questions que moi, que soulèvent en fait ces questions-là, ça va être des questions aussi de gouvernance et de participation. Donc, déjà, on a une multitude d'acteurs qui peuvent collecter des données, que ce soit privés ou même institutionnels. Donc déjà, il y a comment on regroupe ces données-là et comment on intègre ces données dans une discussion objective pour la prise de décision. Et donc cette question-là renvoie à des questions de gouvernance en fait, de la donnée, mais aussi de participation et qui inclure en fait, dans ces mécanismes de collecte de données, mais aussi après de gestion et donc d'utilisation de ces données-là. Et donc je renvoie ici, alors c'est un biais qui vient du volet territorial, mais c'est de le remettre dans le cycle de politique publique, mais en fait c'est un peu un cycle de la décision aussi. Et donc à différents endroits, il va falloir définir cette gouvernance et savoir comment des données objectives, elles sont de façon transparente prises en compte en fait dans des chaînes de gouvernance. Et ma dernière slide, c'est sur les questions d'agrégation et de désagrégation. J'en ai parlé, mais on a différents types d'échelles, on a différents types d'acteurs qui vont aussi collecter des données. Comment est-ce qu'on fait pour que une multitude d'acteurs avec une hétérogénéité des données soit intégrée de façon compréhensible à une échelle plus large? C'est des questions qu'on se pose, en tout cas, et on a toujours cette question de généraliser, et ça introduit un biais qui ne va pas être bon, ou ne pas généraliser, et dans ce cas-là, on ne peut pas changer d'échelle, en fait. Et donc, ces questions-là, c'est une problématique qui renvoie aussi à des questions de gouvernance, en fait, à quelle échelle se situer. La gouvernance et de participation citoyenne, hein, la formule consacrée, la carte n'est pas le territoire, renvoie à cette idée-là. Oui, tout à fait. Comment on crée aussi de l'adoption, de l'appropriation de ces données par les acteurs pour qu'ils s'inscrivent dans un changement souhaité et souhaitable. Oui, en fait, ça va renvoyer à l'acceptabilité en fait, aussi des indicateurs qu'on peut recevoir comme citoyen. Et donc ça passe par une transparence en fait, aussi dans la chaîne de décision, à la fois dans la transparence des modèles qui sont utilisés pour pouvoir générer des indicateurs. Des incertitudes associées. Des incertitudes associées et à la fin aussi de la chaîne de décision. Et peut-être juste un exemple, mais dans les Pyrénées-Orientales notamment, il y a eu, par rapport à la définition de critères de catastrophes naturelles, une absence pour certaines de communication sur les critères en fait, qui ont donné lieu à être déclarés ou non. Et en fait, ça renvoie après à un mal-être ou même voilà, une opposition, une confrontation entre les acteurs, puisqu'on ne sait pas la chaîne de traitement qu'il y avait derrière. Et parfois, les modèles n'étaient pas complètement à 100% valides. Et donc, si on est dans la marge d'erreur, comment est-ce que ça se passe ? Avec des effets de seuil, on imagine, particulièrement perturbants pour certaines personnes quand on est juste au bord du seuil. Exactement. Merci Tristan pour ce propos introductif. Avant de conclure, on va prendre une question ou deux de la part de la salle qui permettra, j'imagine, d'aller peut-être un peu plus loin dans la description du projet Granular. Mais avant si je peux juste dire une chose, sûr. il y a aussi, alors je fais partie d'un défi clé qui s'appelle O3T, qui est sur l'observation de la Terre. S'il y en a qui sont intéressés aussi pour rejoindre, c'est des défis qui peuvent financer des thèses, qui peuvent financer des stages. Donc c'est sur l'Occitanie et on est complètement dedans, c'est vraiment observation de la Terre. Donc vous pouvez rejoindre la mail list si vous voulez. L'appel est lancé. Tu sais allumer, hop. En dessous aussi, ici. Tac, je vais l'allumer. Alors une question. Oui, pardon, déjà.
des premiers applaudissements, mais il y en aura d'autres juste après, en fonction de la qualité des réponses aux questions que vous allez poser. Qui se lance, du coup? Edith. Ah, si, Bruno. Ah, ouais. Oh bah non, Edith, j'allais la désigner d'office, mais si tu as une vraie question. Bruno. Non, moi j'avais une question peut-être un peu naïve, mais à un moment donné, tu as présenté une diapositive où on voyait tous les fournisseurs de données avec toutes les plateformes. Et je me disais, est-ce que tu sais si au niveau européen, au niveau national ou autre, il y a une initiative qui serait de faire une plateforme d'agrégation de données spatiales où on dit, moi, je suis ici sur tel territoire, et voilà, en fait, sur l'ensemble de ces plateformes, l'ensemble des données auxquelles je peux éventuellement accéder. La plateforme qui recense les plateformes. Ouais, un peu. Alors au niveau européen, il y a un observatoire rural qui a été créé et aussi ce compas, mais à savoir en fait que eux ils ont leurs contraintes, c'est qu'ils sont obligés de couvrir l'ensemble des pays de l'Union européenne. Donc là-dessus, non, puisque eux ils nous ont dit clairement que si on avait des données qui n'étaient pas sur les 28 pays membres, on ne pouvait pas. Ouais. Ensuite, au niveau national, après il y a beaucoup d'efforts qui sont avec DataGouv pour essayer au moins de moissonner. Data.gouv.fr. Voilà. Pour essayer d'arriver à une intégration en fait, des données. Ensuite, on voit que même au niveau Occitanie, en fait, on a une diversité. Donc, on a Picto Occitanie, on a Terristory, qui renvoie à différentes aussi, différents enjeux sur différentes données. Histoires aussi, j'imagine. Mais en fait, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a certains modèles, certaines choses plus expérimentales qui ne sont pas prises en compte dans ces plateformes-là. Et du coup, on est obligé de sortir pour aller vers d'autres plateformes qui sont, par exemple, quand on parle de zones d'inondation, qui ne sont pas des données officielles administratives, mais plutôt des données expérimentales. En fait, ces plateformes-là qui sont institutionnelles ne peuvent pas les recenser puisqu'elles ne sont pas validées. Et donc, du coup, on est obligé de sortir. Donc, en fait, je pense que là-dessus, on est obligé d'avoir des plateformes qui sont valides, en fait, qui font foi, institutionnelles, du coup, et séparés parfois de plateformes plus recherche. Stéphane Roll tout à l'heure du CRIGE, probablement on pourra compléter cette réponse à l'échelle d'une région. Ou peut-être infirmer, hein, je ne sais pas. Non, oui, amender, à minima. Un rebond. Oui, un rebond, en fait, pour nous c'est important parce que en tant que formateur des futurs professionnels, ça veut dire qu'il y a quand même un enjeu de bien former nos étudiants à ces différentes données, leur qualité, où accéder, etc. Et c'est pas pour demain qu'il y aura finalement un agrégateur de données qui permettra par miracle de définir un territoire. Oui, et puis même de recenser toutes les métadonnées associées, parce que c'est ça aussi que je retiens de ton propos, c'est que voilà, encore faut-il s'assurer de bien comprendre quelle est la qualité de ces données et donc d'avoir accès à ces métadonnées. Tout à fait, c'est un gros enjeu en tout cas qu'on voit qui est transversal, c'est déjà la qualité de ces métadonnées. Et ensuite, en fait, on a des problèmes techniques, c'est-à-dire que dans ces plateformes-là, par exemple, une plateforme qui agrège ne va pas pouvoir venir récupérer des données satellites en continu, en fait, parce qu'il n'y a pas l'infrastructure technique. Et on a déjà des plateformes qui sont dédiées à la télédétection qui vont faire ce travail-là. Donc, en fait, il faut ensuite aller venir chercher les données. En fait, on a ces passerelles. Alors, maintenant, avec les API, on peut faire des couplages, mais ça reste quand même des processus assez longs. L'interopérabilité, c'est un sujet qui est souvent mis en avant au sein de la chaire agrotique. Sarah, tu avais une question également? Ou c'était Léo, pardon? Merci Tristan pour ce panorama introductif. Moi, je voudrais rebondir sur la gouvernance des données que tu as évoquées. J'aurais bien aimé que tu nous donnes des exemples, un exemple peut-être de territoires qui sont pilotes, qui sont innovants sur la manière dont la gouvernance des données est mise en œuvre. Qui sont pilotes, je ne suis pas sûr d'avoir... Pionniers, en tout cas, une initiative un peu remarquable ou exemplaire qui serait à mettre en avant. Ou est-ce qu'on aura peut-être après Montpellier? Alors il y a eu... Oui. Alors, je ne vais pas pouvoir parler de Montpellier parce que je ne connais pas je vous laisserai. Nous, on a travaillé aussi avec le bassin de Thau, sur lesquels il y a une forte initiative de monter en compétence sur je ne vais pas dire de bêtises, hein, mais sur l'objectivité des données. Donc les données, elles sont... les modèles en fait, qui viennent pour estimer par exemple les services écosystémiques sont faits de façon, avec Tétis d'ailleurs, de façon transparente. Et ensuite, c'est intégré dans les chaînes de décision au niveau
information de tous les élus pour montrer des données objectives sur lesquelles se base ensuite la discussion. Donc c'est une façon de... Alors c'est la gouvernance de l'usage de la donnée plus que la gouvernance de la donnée elle-même. Mais on voit que déjà des efforts comme ceux-ci, où on a vraiment une transparence dans « OK, on a cette donnée-là, elle est objective, elle est validée. Comment ensuite on l'intègre dans la décision ?» Et donc on met ça comme base de discussion et pas des considérations plus subjectives du genre « Ah, moi, je n'ai pas artificialisé ma terre », alors qu'en fait, si, les données nous montrent qu'on vous avez artificialisé. C'est une façon de faire. Après, il y a encore beaucoup d'enjeux sur ces questions-là. Un court rebond de Philippe Abadi, délégué régional Occitanie de l'IGN. Oui, moi j'ai un territoire innovant dans la gouvernance des données, c'est la région Occitanie en fait. Parce que entre l'IGN, la région, la plateforme OpenIG et les services de l'État, donc le SGAR et l'ADREAL, on a mis en place une gouvernance ouverte des données, alors nationale et régionale, qui s'appelle le CRIG Occitanie, dont je ne vais pas parler, c'est pour ça que j'en parle maintenant, j'en profite, j'en ai pour une minute. Et l'objectif, c'est de construire des jeux de données pour la région Occitanie de façon coordonnée, transparente, souveraine. Et ça marche depuis 4 ans. Alors c'est sous l'impulsion de Bertrand Montubert, qui est le président du CNIJ et d'OpenIG. Mais voilà, c'est quelque chose qui fonctionne bien. C'était prévu dans un rapport parlementaire sur l'information géographique en 2018. Ça a été mis en œuvre en Occitanie. Et là, on prolonge l'exercice. On le transforme en transformant le CRIG Occitanie en comité territorial de la donnée. C'est quelque chose qui est prévu dans un rapport que Bertrand Montubert a aussi co-rédigé, qui a été présenté au ministre Guérini en octobre, et qui va permettre de répondre aux besoins de la COP territoriale, donc de France Nation Verte, et de la mise en place de la planification écologique. Voilà, donc on a la volonté, nous, d'organiser cette gouvernance ouverte des données. Alors, on essaie d'aller au plus près des territoires. Maintenant, c'est vrai qu'on reste plutôt à l'échelle régionale, départementale. C'est déjà ça. C'est déjà pas mal. Déjà que et les nationale. administrations se parlent entre elles, entre le national Exactement. et le régional. Merci pour ce commentaire. Et puis, on aura tout à l'heure une intervention du CRIJ-PACA qui permettra de mieux comprendre aussi ces acronymes et puis le rôle de ces acteurs associatifs régionaux qui travaillent à la mise à disposition de données. Un dernier mot, vraiment rapide. C'était juste aussi pour, peut-être ça va être quelque chose qui va être couvert après, mais on a des questions aussi de qui peut avoir accès à cette donnée-là. En fait, quand on parle d'ouverture aussi, il faut parfois être conscient qu'il y a des choix qui doivent être faits. Et pour avoir eu des discussions parfois avec la SAFER aussi, on voit que, et ça renvoie... Société d'aménagement du foncier. Ouais, ça renvoie aussi à des questions de, OK, on peut identifier des friches de plus en plus, mais est-ce qu'on a envie d'avoir cette donnée ouverte ou pas, sachant qu'on a certains acteurs qui peuvent ensuite utiliser ces données. En fait, on a toutes ces questions de gouvernance aussi qui rentrent en jeu avec des conflits d'acteurs, conflits d'usage après qui sont derrière ça. Notamment sur le foncier, on sait que c'est un gros sujet. Merci beaucoup Tristan. On l'applaudit encore une fois très très chaleureusement pour avoir eu le courage d'ouvrir cette matinée.